Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Qu'en est-il du temps que l'on consacre aux écrans ? Qu'en est-il de notre dépendance aux technologies de l'information et de la communication, dès lors qu'on souhaite se déplacer ? Florence a voyagé à plusieurs reprises en Europe à vélo, en faisant un choix fort, celui de se passer de son portable. À l'heure où ce dernier fait partie de nos indispensables pour planifier nos trajets, Florence a préféré la spontanéité. C'est-elle où elle va s'arrêter à la fin de la journée ? Non. C'est-elle où elle va être hébergée ? Non plus. Aidée de sa boussole pour se repérer, Florence sait qu'elle devra compter sur une force insoupçonnée. Ce sont les rencontres qui feront son chemin. Assis-toi confortablement sur ta selle, mets les pieds sur les pédales, on part en quête d'une sobriété heureuse qui déboussole, autant qu'elle reconnecte à soi et aux autres. Bonjour Florence, merci de m'accueillir chez toi à Nantes. C'est l'interview la plus lointaine pour l'instant que j'ai faite, mais c'est cool de venir explorer d'autres contrées. Comment vas-tu ? Bonjour Anthony, c'est vrai qu'en intercité on est à 6 heures de 6 heures de différence, c'est vrai que c'est pas la porte à côté. Après il n'y a pas de décalage horaire au moins. Écoute, je vais bien, merci. Alors Florence, pour te présenter un peu, tu es passionnée de voyage. Depuis le début de ta vingtaine, tu as eu pas mal d'expériences de voyage un peu partout dans le monde. Ta première expérience de voyage, c'était en Islande pendant 1 mois. À la suite de ce premier voyage, tu as été un peu piqué par cette sensation de liberté que procure le voyage. Et tu as souhaité partir dans d'autres endroits dans le monde. Où c'est que tu es parti ? Oui, c'est la liberté et le fait de réaliser aussi, parce que moi j'avais pas beaucoup d'argent, qu'il y avait des façons de voyager longtemps en ayant en plus du temps libre. Donc c'était cet équilibre-là que je venais de découvrir et qui allait tellement à contre-courant de tout ce qu'on me disait sur le voyage de « Non mais le voyage c'est pour des gens qui ont de l'argent et en plus de ça, non tu dois travailler donc tu peux pas voyager longtemps ». Et c'est vraiment cette idée-là de me dire c'est possible de s'immerger, de rester longtemps dans un pays et pas seulement de partir une semaine. Et ça a été vraiment une claque de me dire non mais en fait j'ai commencé à rencontrer des gens en Islande qui vivaient comme ça même, qui vivaient de ça en ayant une activité en parallèle ou pas. Et donc oui, j'ai été piquée de me dire mais en fait peu importe l'argent que j'ai, c'est possible de voyager comme ça et longtemps. Et donc je me suis dit Florence, t'as l'argent pour payer le billet d'avion pour aller en Asie. Et j'avais jamais été en Asie de ma vie, j'avais jamais mis un pied là-bas et j'ai été au Népal. Alors j'y suis restée 1 mois. Et ce qui était curieux, c'est que j'ai réalisé que j'étais vraiment à contre-courant de la plupart des Occidentaux qui allaient là-bas pour faire leur trek. Et concrètement, moi, j'avais aucune idée déjà qu'on pouvait faire des treks au Népal. Il y a le trek de l'Annapurna qui est très connu, mais c'est pas le seul. Moi, je suis arrivée avec une valise. Au Népal, il faut pas y aller avec une valise, il faut y aller avec un sac à dos. On m'a regardée, je suis arrivée dans une famille que j'avais trouvée sur Workaway. Avec ma valise, déjà, on avait réussi, on l'avait fait rentrer dans le taxi, enfin bref, la grosse galère. Mais dans un bled paumé dans une vallée au nord de Katmandou à peut-être 1h30.
Je m'étais dit, j'ai un mois, je vais rester un mois donc ça s'appelle un homestay en anglais. C'est à la fois des personnes qui proposent de rester chez elles et en même temps de filer un coup de main aussi. Donc on pouvait aider à cuisiner, il y avait un petit jardin. Mais il y a beaucoup de gens de passage en fait, beaucoup de bénévoles qui restent quelques nuits, qui partent justement faire les treks. Et j'ai fait ça pendant 2 semaines. On était dans un tout petit bled vraiment. Et moi j'adorais parce que on passait du temps déjà avec donc les personnes qui géraient ça. Donc c'était une Népalaise qui avait la quarantaine et qui s'occupait aussi de sa fille adoptive. Et je me suis retrouvée invitée à un mariage népalais. Et c'est un truc que je raconte dans mon blog. Et ça, mais c'était n'importe quoi. Je me suis retrouvée bourrée avec des Népalais à danser sur Sia et à boire de l'alcool de riz, que c'était l'horreur. Je trouvais ça hyper dégueulasse. Et donc, j'essayais de faire semblant que je trouvais ça sympa. Et je me suis retrouvée embarquée dans ce truc. Et en même temps, moi, je connaissais pas les coutumes. Donc, il m'expliquait un petit peu qu'il fallait faire des offrandes. Il fallait mettre du riz, en fait, sur le front de la personne qui venait de se marier. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça où moi, j'avais aucune idée de... déjà, les mariages en France, j'en avais fait qu'un. Donc déjà, les mariages, le concept, je m'y connaissais pas trop. Et là, de me retrouver dans ces aventures, c'était quand même assez incroyable. Moi, c'est vraiment le côté humain qui m'a attiré au Népal plus que les montagnes. Par la suite, tu es quand même parti dans d'autres voyages sur d'autres continents. Il me semble que tu es parti en Amérique latine notamment. Qu'est-ce qui t'a poussé encore à repartir Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur toute cette phase où je voyageais, j'étais en période d'études. Donc, j'étais étudiante, je devais faire des stages et j'arrivais à trouver du temps libre aussi entre les périodes d'études et de stages. Et en revenant du Népal, je me suis retrouvée en stage en Allemagne. Et l'Allemagne, j'ai bien aimé sur certains aspects, mais je commençais à me dire, moi qui avais le projet de m'installer en Allemagne, de vivre en Allemagne, c'était un peu mon projet de vie, je me disais, je m'ennuie un peu, je sais pas. Et donc cette idée comme ça de partir en Amérique latine a commencé à germer. Je me suis dit, mais en fait là, moi j'ai envie de chaleur humaine, j'ai envie d'autre chose, quoi. Et j'avais du temps à côté du stage. Et puis l'avantage, c'est qu'avec le stage aussi, j'avais réussi à mettre un petit peu d'argent de côté. Donc c'est un peu comme ça que je me suis embarquée dans cette aventure en sachant que je parlais pas un mot d'espagnol. Donc j'atterris à Bogota chez un Colombien en couchsurfing et je parle pas un mot d'espagnol. Je sors de l'aéroport et en fait je réalise que je sais même pas dire le mot aéroport. Donc je parlais vite fait italien que j'avais fait au lycée et par chance il y avait des mots qui ressemblaient à l'italien, mais je me rappelle que les premières semaines c'était quand même assez compliqué. Donc, tu avais fini ton stage quand tu es parti pour l'Amérique latine et tu avais combien de temps devant toi justement avant de revenir poursuivre tes études? Alors là, je me rappelle justement que j'avais réussi à optimiser la bonne nouvelle des stages en Allemagne, c'est que on a des congés payés, ou en tout cas dans cette entreprise-là, j'avais des congés payés. Et moi, j'ai 80 jours pour partir et faire ce que je veux. Et je pars en Amérique latine. Par quel pays tu es passé justement? Alors, je suis passée par 4 pays, ce qui, avec le recul, était beaucoup. J'avais pas trop pris conscience de la superficie de ces pays. Puis au final, c'était un rythme de voyage qui m'allait aussi parce que j'aime bien bouger, j'aime pas trop m'ennuyer. Et c'était génial parce que j'ai été donc dans ces 4 pays, donc Colombie, Équateur, Pérou, Bolivie. Et j'ai trouvé mon équilibre, j'alternais des bénévolats, donc encore avec la plateforme Workaway. J'avais essayé de trouver des bénévolats un peu en lien avec mes valeurs. J'essayais de trouver des trucs pareils, je regardais pas mal les commentaires. J'essayais de regarder s'il n'y avait pas trop une entourloupe. Et puis j'essayais de prendre des bénévolats de nature un peu différente aussi, donc que ce soit plus dans des fermes, plus dans des auberges, différents types de tâches. Et j'alternais avec du couchsurfing. Et puis un petit peu aussi, des moments où j'étais un peu plus seule. Et de ces 80 jours, qu'est-ce que tu en as retenu de cette immersion dans une nouvelle langue, dans d'autres cultures que tu n'avais jamais vues? Moi, ce qui m'a vraiment fait beaucoup de bien, et après c'était comparativement forcément à l'Allemagne, mais même à d'autres endroits où j'avais pu aller en Europe, c'est vraiment le côté où on planifie rien. Et ça m'a fait beaucoup de bien, et je sais qu'aujourd'hui encore, je suis quelqu'un qui planifie beaucoup moins qu'à l'époque, qu'avant ce voyage. Jusqu'à ce voyage, j'étais quelqu'un qui planifiait beaucoup le quotidien. Et de voir à quel point, je l'ai vu chez mes autres couchsurfing, quand je restais chez eux, à Medellín, ou à Quito, ou à Cuenca, ou dans d'autres villes, à quel point c'était possible aussi de vivre sans se demander, en fait,
oui, à quelle heure tu retrouves les gens, et des trucs bêtes, mais ouais, le fait d'arriver en retard, bon, ça, c'est c'est un peu plus compliqué quand on revient, mais se lâcher prise du quotidien, et ça paraît hyper cliché, mais c'est vrai qu'après, je me suis fait des amis qui venaient d'Amérique latine aussi, quand j'étais ensuite étudiante Erasmus un autre pays d'Europe. Et c'est quelque chose qui me faisait beaucoup de bien. Et en même temps, d'avoir été en Amérique latine, je comprenais aussi pourquoi ils fonctionnaient comme ça, parce qu'il y a un côté un peu culturel dans le fait de vivre de manière beaucoup plus spontanée que par chez nous. Donc je dirais que moi, de toute façon, même si les paysages m'attirent et que je trouve ça super dingue de voir des montagnes différentes, de marcher, moi, c'est toujours l'humain, en fait, qui m'attire le plus. Et à la suite de cette expérience en Amérique latine, tu as eu, comme tu disais, un Erasmus en Autriche. Et en fait, il y a un voyage que tu as expérimenté à la suite de cet Erasmus en Autriche sur lequel, justement, je voulais revenir plus longuement, plus en détail. C'est un voyage à vélo. Donc, tu as troqué ton sac de backpackeuse pour les sacoches à vélo. Et tu n'étais jamais parti sur le long terme voyager à vélo. Pourquoi avoir choisi le vélo à ce moment-là ? Oui, donc je terminais cette expérience Erasmus en Autriche où j'étais restée 1 an. Je commençais à être dans une situation où, pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment du temps. C'est-à-dire que là, ça y est, j'avais fini mon master. J'avais terminé ce cycle d'études. Et en même temps, ce cycle d'études m'avait pas forcément apporté beaucoup de réponses. Donc, j'avais investi du temps, mais je voyais pas forcément quoi en faire. Ou en tout cas, j'arrivais pas à me projeter dans ce que j'avais étudié. Et j'avais à peu près 2 000 € de côté. Voilà, accumulés au cours de petits jobs, d'économies, des trucs qui restaient. Et je me suis dit, 2 000 €, là, Florence, tu sens que tu as envie de partir longtemps. Si tu pars dans un schéma classique, rien que le billet d'avion, tu vas déjà être à 800 €. Il va te rester plus que 1 200. Ça va partir très très vite tout ça. Parce que j'avais réfléchi à partir en Asie du Sud-Est, mais je m'étais dit, en fait, là, ça va être quand même un peu compliqué. Tu vas pas pouvoir partir peut-être si longtemps que ça. Et en plus de ça, qu'est-ce que ça va t'apporter de partir en Asie du Sud-Est, dans le sens où, oui, c'est super, c'est chouette, tu vas faire du backpack, mais c'est quelque chose que tu commences à connaître. C'est quelque chose que tu commences à comprendre comment ça fonctionne, l'univers du backpack, voilà, les couchsurfing, les machins, les volontariats. Est-ce que vraiment ça va t'apporter des choses encore ? Est-ce que ça va encore te nourrir ? Et c'est là, je pense que c'était un livre qu'on m'avait recommandé en Amérique latine. Je crois que c'était quelqu'un que j'avais rencontré dans un volontariat, qui était un bouquin qui s'appelle The Man Who Cycled the Americas, titre hyper stylé, d'un Écossais qui s'appelle Marc Beaumont et qui voyage beaucoup à vélo. Et je me mets à lire ce bouquin pendant mon Erasmus, et coup de cœur énorme. Je me rappelle que donc j'allais en métro à la fac. Je lisais le bouquin en marchant dans la rue. J'arrivais en cours, j'étais avec le bouquin. Vraiment, j'aurais pu avoir un accident tellement j'étais complètement plongée dans cette histoire. Et en fait, d'un coup, tout s'est éclairé dans ma tête. J'avais aucune idée de ce que ça signifiait de voyager à vélo. Mais la façon dont la personne narrait son histoire, ça donnait l'impression que c'était à la portée de n'importe qui. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est de me dire, on est sur un truc qui est à la portée de n'importe qui. Et encore une fois, tu y es allé de manière complètement spontanée, en découvrant sur le tas ce que ça impliquait, parce que tu savais pas ce que ça voulait dire de voyager à vélo, d'avoir mal au cul, un peu tout ça. Donc tu as démarré de Vienne, et quel était l'itinéraire en fait que tu as choisi ? C'est ça, je pars de Vienne, je me rappelle... C'était le lendemain ou quelques jours après le dernier de mes partiels. C'était très spontané. En même temps, j'avais commencé à faire des recherches quand même depuis 1 mois ou 2. J'avais réussi à trouver 2-3 trucs d'occasion. J'avais réussi à trouver un vélo. Mais effectivement, ça restait quand même une aventure dans laquelle je me lançais. En plus, en partant sans téléphone. Donc, je suis partie comme ça. J'ai claqué la porte de l'appart et dit au revoir à mon ancienne coloc. Et je lui dis à bientôt. Mais mon idée, c'était de faire une boucle. C'était de me dire, tu fais Vienne, en allant vers l'Albanie. Mais en même temps, l'idée de la boucle, j'étais pas non plus sûre. Je m'étais dit, va en Albanie déjà. Essaye d'arriver en Albanie. Parce que Florence, t'as jamais fait de voyage à vélo. Essaye d'arriver en Albanie. En sachant que là, tu pars, t'as pas de téléphone, t'es vraiment à l'arrache, t'es à l'ancienne.
Arrive en Albanie, et une fois que t'es en Albanie, vois si tu continues. Ouais, parce que sans expérience de voyage à vélo, ça fait déjà pas mal de pays. Si tu descends vers le sud, t'as quoi? Slovénie, Croatie, Monténégro, puis Albanie. Ça fait déjà pas mal. Oui, et surtout que je savais vraiment pas par où passer. Déjà, je savais pas trop où j'allais. J'ai essayé de récupérer des bouts de cartes à droite à gauche. Et mon idée de base, quand même, c'était pas de partir direct par le sud de Vienne. J'avais très envie d'aller voir les lacs de Salzbourg. C'est une magnifique région des lacs en Autriche. Donc, je savais que j'allais faire un espèce de détour. Mais oui, ça faisait quand même beaucoup de pays. Déjà, je me suis retrouvée à traverser les Alpes. Parce qu'en fait, en arrivant à Salzbourg, ensuite, j'ai piqué sud. Et ensuite, c'est pas forcément énorme, mais quand même, quand on n'a jamais fait de vélo, je suis montée à 1000 mètres d'altitude. Ce qui, pour moi, était hallucinant. Je pensais pas être capable de monter aussi haut. Surtout que je venais de commencer le voyage. J'avais encore pas beaucoup pédalé. Quelques centaines de kilomètres, mais voilà, j'étais pas non plus hyper rodée. Et puis, je commençais aussi à avoir quand même des petits problèmes avec le vélo, parce que c'était un vélo d'occasion, et j'y connaissais rien aussi à la mécanique. Et t'as eu quoi? Des crevaisons? Déraillements? Alors là, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était pas des crevaisons, mais des déraillements. Il y avait un problème, effectivement, au niveau de la cassette, ou alors, en fait, la chaîne, je crois qu'elle était usée. Et ensuite, quand je suis arrivée en Slovénie, à Ljubljana, j'ai fait changer toute la transmission, ce qui m'a coûté 170 €. Ça a été un petit frais de démarrage de voyage assez élevé. Ils ont changé d'autres choses aussi. Il y avait d'autres choses qui n'allaient pas. Il n'y avait pas que ça dans le prix. Mais oui, et donc c'était assez compliqué de grimper parce que je n'arrivais pas à passer j'arrivais pas à aller sur la plus petite vitesse qui permet... Enfin, la plus petite, la plus facile, on va dire. J'arrivais pas à passer cette vitesse-là. En fait, il y avait un problème. Je voyais bien que ça marchait pas. Donc ouais, j'ai dû grimper en deuxième, en gros. Ce qui était pas évident. Ouais, j'imagine, surtout sur un vélo d'occasion qui est peut-être pas adapté aussi à tous les terrains et tout, même avec les sacoches, enfin, au final, ça fait lourd. Comment se passait une journée type de vélo pour toi? Tu pédalais combien de temps en général? Combien de kilomètres tu faisais? Surtout que c'était vraiment ta première expérience. Est-ce que tu y allais tranquille au début et ensuite t'as augmenté progressivement? Comment t'as fait? Dès le troisième jour, je faisais plus de 100 km, donc non, ça n'a pas été progressif. J'ai réalisé que le corps, il s'adaptait bien aussi. Je voyais, j'avais un petit peu des courbatures au début, mais au bout de quelques semaines, j'ai commencé à plus trop en avoir. Donc très rapidement, j'ai fait des journées de plus de 100 km. Après, quand c'était vallonné, donc typiquement en Croatie, on était plutôt sur du 70-80. Mais ce qui reste quand même pas mal de kilomètres. Après, c'était l'été aussi, donc il y avait beaucoup de soleil. Et surtout que je me rappelle très bien, mais le soleil commençait dès 4 heures du matin à se faire sentir. Dès 4-5 heures, ça me réveillait. Et le soir, le soleil, il se couchait vers 21 heures. Et il faisait très chaud. C'était vraiment... La canicule a commencé à se faire sentir à partir de la Croatie. Il faisait 40, quoi. Et en Albanie, j'ai eu des pics à 42, 43 à peu près. Ouais. Donc, j'avais ce contexte-là qui faisait aussi que je pédalais parfois aussi quand même un peu en décalé, même si ça m'arrivait de pédaler pendant les pics de chaleur. Mais je sais pas, il y a un côté de moi... J'avais 24 ans, j'avais plein d'énergie, Voilà, j'ai essayé de mettre un truc sur la tête quand j'y pensais. Puis j'étais lancée, en fait, j'étais lancée dans mon truc. Et mes journées type, je passais quand même beaucoup de temps sur le vélo. Mais aussi, j'aime bien écrire, donc je prenais des notes. C'était une période où j'ai écrit beaucoup de poésie. Et qu'est-ce que je faisais d'autre? Ouais, le temps de... si on prend une journée type, vraiment... Et c'est vrai que c'est intéressant de se représenter un peu la journée. Si j'avais campé la veille, le matin, je me réveille, j'essaye de ranger le campement, mais aussi de faire un petit déj. Donc, j'essaie de me préparer un petit muesli, tout ça. Des fois, je lis le matin, j'aime bien. Selon où je suis, je lis un peu. Ensuite, je range tout ça. Voilà, je mets tout sur les sacoches. Je pédale. Et puis après, moi, j'adore aussi faire de la photo. Et j'avais dégoté un appareil photo d'occasion en Autriche. Donc, je faisais beaucoup de photos. Je m'arrêtais souvent faire des photos, des poses photos. Je pense que c'était vraiment... ce qui m'animait le plus. Et je faisais aussi de la vidéo. Donc j'ai fait un petit film du voyage. Et j'avais pris une caméra, mais à l'arrache. Mais vraiment une action cam qui valait pas grand-chose. Et donc ça m'occupait aussi pas mal.
tout au long de la journée de me filmer. Et après, la grosse dimension aussi, c'est les rencontres, parce que j'ai pas de technologie, j'ai rien. Je suis obligée, j'ai pas le choix, je dois parler aux gens. C'est ça, c'est que tu as fait ce choix fort de partir sans portable, sans technologie de communication. Pourquoi avoir fait ce choix? Qu'est-ce que tu recherchais par là? Pas mal de choses. Donc on était en 2019 et c'est vrai que j'avais déjà pris conscience que pendant mes voyages, donc j'avais découvert le fabuleux outil Instagram et je commençais à faire beaucoup de stories de mes voyages. Et c'était un format, une façon de partager le quotidien que je trouvais assez innovante et intéressante pour moi parce qu'il y a un côté un peu journal de bord qui évite d'en tenir un, enfin qui me permettait de le tenir via Instagram. Donc j'aimais bien, mais ça prend tellement de temps. Je me rappelle, au Népal, justement, je m'adaptais au décalage horaire avec la France. Je suis pas du tout une influenceuse, hein, mais je m'adaptais en me disant, oui, en fait, poste tes trucs le matin, parce qu'en fait, là, ils sont en train de dormir, donc il n'y a personne qui va réagir. Comme ça, t'es tranquille, et après, tu réponds aux gens qui ont réagi le soir. Enfin, j'étais dans des espèces de planification un peu marketeuse, mais en même temps pas marketing, parce que voilà, il y avait 200 personnes qui me suivaient, et c'était des copains. Mais je voyais bien qu'il y a une partie qui, des fois, me déconnectait aussi. Je me rappelle aussi quand j'étais en Colombie et il y avait une des personnes dans un des bénévolats qui m'avait fait remarquer que j'étais beaucoup sur mon téléphone. Parce qu'en fait, oui, voilà, je continuais de regarder un peu des séries aussi, de faire ma vie que je fais, ma vie de sédentaire. Et de prendre conscience de tout ça, ça m'a fait me dire, on peut pas revenir à l'essentiel du voyage. Le voyage, c'est quoi ? Alors voilà, je pensais un peu aussi aux lettres persanes, à tous ces livres. Effectivement, à leur époque, il n'y avait pas de smartphone. Donc, quand tu lis lettres persanes, oui, tu sens que là, c'est une immersion. Tu sens que c'est une immersion. T'as vraiment ce sentiment d'être loin de tous tes repères. Et je pense que j'avais envie de ça, j'avais envie d'être loin de mes repères. À l'heure où tout le monde utilise Google Maps pour se repérer facilement, du coup, ça devait être une sacrée sortie de ta zone de confort. Mais aussi, dans le même temps, ça implique qu'il faut se repérer autrement. Et il me semble que tu as utilisé une boussole pour ça. Comment on fait pour se repérer à la boussole? Oui, alors je m'étais dit, ça pourrait être bien de partir avec des cartes. Et en même temps, j'avais pas forcément trouvé de cartes. Enfin, je savais pas trop dans quel pays j'allais aller, donc c'était compliqué. Le problème étant que acheter des cartes une fois que tu es dans le pays, c'est compliqué. J'avais croisé des Allemands qui voyageaient avec des cartes, mais qui anticipaient en achetant toutes leurs cartes en Allemagne. Et ça, c'est une idée que j'avais pas du tout en tête. C'est à quel point ça allait être compliqué de se procurer des cartes du pays dans le pays. Ce qui paraît fou, mais c'était compliqué. Alors qu'en France, c'est vrai que on a des cartes même des départements, on a des cartes de tout. Et là, dans les pays où j'allais, non, il n'y avait pas forcément de cartes en vente. Ou peut-être qu'il y en avait, mais alors moi, je parlais pas la langue, j'avais pas d'internet. En tout cas, quand je parlais aux gens, je voyais bien que c'était compliqué d'en avoir. Et donc, d'avoir la boussole, c'est vrai que c'était quand même bien pratique. En sachant que la boussole, moi, j'ai pas fait les scouts, c'est pas quelque chose que j'avais beaucoup utilisé non plus. Mais c'est basique, c'est nord, sud, est, ouest. Donc, je me disais, ok, la Florence, par exemple, tu es là en train de longer la côte. La Croatie, ça a l'air en gros de ressembler à ça. Donc, la côte, il faut que tu continues à aller vers le sud-est. Ok, cap sud-est, quoi. J'avais remarqué que la côte croate, voilà, quoi. Il fallait que j'aille vers le sud-est. Donc, je me repérais comme ça. Et aussi, progressivement, au-delà de la boussole, ce que je réalisais, c'est que le soleil aidait beaucoup. D'essayer de regarder où était le soleil dans le ciel, ça m'aidait bien à me repérer aussi. Donc j'essayais d'allier, regarder le soleil, regarder la boussole, et voilà, j'y allais pas à pas, quoi. J'y allais pas à pas avec ces deux outils. Ouais, c'est ça, parce que là, t'as pas un itinéraire tout tracé où tu te dis je vais m'arrêter dans telle ville, dans tel village et tout, j'ai prévu de m'y arrêter pour visiter telle ou telle chose. Là, c'est plus, t'as une direction et tu sais pas par où tu vas passer, tu sais pas par quel chemin tu vas passer, tu sais pas par si ça va être une départementale ou une voie cyclable ou quoi. Et du coup, tu faisais du vélo et tu décidais de, paf, il est 18h, je m'arrête, où je suis. Comment je fais pour trouver un logement comment tu procédais justement à ce moment-là? Oui, c'est vrai que je commençais à croiser un petit peu de temps en temps des voyageurs à vélo. Alors au tout début, j'étais sur des itinéraires
où il y avait pas mal de cyclotouristes. Ensuite, un peu moins. Mais quand j'en croisais, c'est vrai que je voyais la plupart d'entre eux planifier. Ils pouvaient savoir à l'avance où ils allaient dormir le soir. Moi, j'en avais aucune idée. Déjà, je savais pas le nom des villes souvent qui arrivaient. Ou alors, si, j'essayais quand même. Mais c'était les gens qui m'aidaient à comprendre. C'est vraiment les gens. Je veux dire, quand je dis les gens ont fait ma route, les gens ont vraiment fait ma route. Je croisais des gens qui me disaient ah oui, bah tu verras, à Zadar, par exemple. Bon, là, je parle beaucoup de la Croatie, mais c'est le pays où j'ai commencé à me sentir à l'aise aussi. Où j'ai commencé à me sentir à l'aise à prendre mes marques, à avoir pris mes marques, je pense. Parce que ça faisait déjà quelque chose comme 3 semaines, je pense, que j'étais partie. Donc ça a été quand même un pays marquant pour moi. Et les gens faisaient ma route. Et donc, par contre, pour la question du couchage, j'ai beaucoup, beaucoup dormi à la Belle Étoile sur ce premier voyage. Je me rappelle, j'ai fait des statistiques. je consignais dans mon carnet beaucoup de choses. J'aime bien ce côté un peu statistique. En tout cas, la façon dans laquelle j'ai le plus dormi, c'est à la Belle Étoile. Et donc là, comment ça se passait ? Franchement, au début, je savais pas. Je savais pas où est-ce qu'on peut dormir. Je savais même pas si c'était légal. On m'avait dit qu'il y a des pays dans lesquels c'était légal, c'était pas légal de dormir dehors, de camper aussi. Enfin, il y avait la question de est-ce que tu mets une tente ? J'y connaissais pas grand-chose et j'ai appris sur le tas. Je sais qu'il y a beaucoup de cyclistes qui utilisent le réseau Warm Shower, par exemple, qui est l'équivalent de Couchsurfing, mais pour les voyageurs et voyageuses à vélo. Est-ce que ça a été une option que tu as utilisée aussi ? Est-ce que tu connaissais pas forcément à ce moment-là ? Quelles étaient les autres options d'hébergement ? Est-ce que tu toquais aux portes pour voir si tu pouvais planter ta tente dans le jardin de quelqu'un ? Ou comment tu faisais en dehors de ces nuits justement où tu as été à la Belle Étoile ? Alors, comme j'y connaissais rien au voyage à vélo, la première fois qu'on m'a parlé de ce réseau d'hébergement, c'était en Roumanie, donc beaucoup plus tardivement dans le voyage. Ça faisait 3 mois quasiment que je voyageais. C'est dire aussi que c'est pas forcément... Enfin, en tout cas, c'était en 2019. Et je parlais... Enfin, aujourd'hui, c'est vrai que quand je rencontre des cyclistes, des cyclo-voyageurs, j'ai l'impression que c'est un réseau qui est très connu. En tout cas, je sais pas si c'est le contexte, l'endroit où j'étais, mais on n'en a pas parlé avant longtemps. Donc non, je ne savais tout simplement pas qu'il existait. Et même si j'avais su qu'il existait, vu que j'avais pas de téléphone, ça aurait été compliqué de l'utiliser. Oui, c'est vrai. Je n'y avais pas pensé. Donc là, tu reposais vraiment sur ce qui se dressait à toi sur le chemin, quoi. Quelles ont été les rencontres un peu que tu as faites ? Et est-ce que tu peux nous parler de certaines de ces rencontres qui t'ont marqué ? Il y en a eu pas mal et là je repensais à une rencontre notamment récemment parce que c'était mon anniversaire et je suis restée en contact avec un Hongrois qui m'avait hébergée et ça c'était une sacrée histoire parce que donc là ça faisait 3 mois quelque chose comme ça que j'étais sur les routes, 3 mois et demi peut-être, c'était après la Roumanie et j'étais en train de suivre plus ou moins l'itinéraire d'Europe à vélo, l'Eurovélo 6 elle s'appelle. C'est un itinéraire qui va de Nantes au Danube. Et tout ça, pareil, je découvrais, j'y connaissais rien à tous ces itinéraires qui existent. Et puis voilà, il est classique, il est 18h, je suis en train de pédaler, je sais pas où je dors. Enfin, c'est ma vie depuis 3 mois, il n'y a rien de nouveau à ça. Et là, je suis sur la piste cyclable et il y a un Hongrois qui est à vélo et il me fait le signe de la tente. Il essaie de comprendre où je dors, quoi. Donc je lui explique, bah oui, la tente. Enfin, je lui fais un signe en triangle là. Voilà, oui, la tente. Et puis il me fait un signe, il me fait un signe de le suivre. Et je sais pas, mais je le sens, ce gars, il a la cinquantaine, il a vraiment l'air de vouloir m'aider. Donc je le suis et il m'amène, on traverse une petite ville et il m'amène dans un petit coin qui est au-dessus de la ville où il y a des petites maisons, il y a des gens qui ont leur cave. Et là, je comprends que c'est la saison du vin nouveau, on est autour d'octobre. Quelque chose comme ça, là ils viennent de tirer, je sais pas, de mettre du vin dans les bouteilles, là ils ont tiré ça des fûts, avec des voisins à lui qui ont aussi leur petite maison dans ce coin-là, où ils tirent tous leur vin nouveau, voilà, espèce de, il y a de la, franchement c'est de la piquette, hein, mais ils tirent leur truc, et je me retrouve à faire la tournée des caves, avec ces gens-là qui parlent pas un mot de français, moi je parle pas un mot de hongrois, qui ont un traducteur sur leur téléphone. Et le hongrois, il faut savoir, c'est une langue extrêmement compliquée à comprendre. C'est pas une langue qui est issue de la même branche que les langues d'Europe de l'Ouest et même de la plupart des langues slaves, en fait. C'est une langue qui vient d'une branche qui s'appelle la branche finno-ougrienne. C'est une branche un peu obscure pour nous latins.
Et sur le traducteur, ça sort des dingueries, j'arrive pas à comprendre ce qu'il me raconte. Il y a marqué Edith Piaf, donc je comprends quand même qu'il me parle de la France. Mais franchement, on est complètement pétés. Ils sont complètement pétés. Et en même temps, ils se taclent en me disant ouais, dès qu'il y en a un qui a le dos tourné, il me dit non mais le vin de l'autre c'est de la piquette, il est vraiment nul. Et bref, je passe toute cette soirée mais un peu lunaire et à rien comprendre à ce qui se passe parce que je parle pas un mot et en même temps c'est là qu'il y a tout le non-verbal effectivement que j'arrive à saisir. Et il m'héberge, super. Il me laisse une des pièces avec du chauffage machin. Et le lendemain matin, il me prépare ce qui s'appelle une langoche. C'est une spécialité hongroise, c'est un truc vraiment délicieux qui est frit, une espèce de beignet, quoi, mais pas vraiment un beignet, enfin bref, c'est un truc frit et on peut mettre de l'ail dessus ou on peut mettre pas mal de choses. Donc un truc bien costaud. Et juste avant que je reparte, il me fait comprendre que c'est la tradition de boire un shot avant de partir. J'étais là, ah ouais. Et en plus de ça, alors ça c'est pas la tradition, mais il voulait absolument me filer des bouteilles de son vin. Et moi, j'étais plus très loin de Vienne et je savais qu'à Vienne, j'allais retrouver mes parents. Donc, du coup, je prends ces 2 bouteilles de vin dans mes sacoches et je pars en ayant bu le shot. Donc là, tu nous as parlé d'une première rencontre effectivement assez drôle. Est-ce que tu peux nous parler, je sais pas, peut-être d'une autre rencontre dans un autre pays que tu aurais fait? À vélo, on fait vraiment beaucoup de rencontres et de différentes natures. Donc oui, là, c'était une soirée un peu festive, inattendue, j'ai envie de dire. C'est pas forcément non plus des choses qui m'arrivent aussi souvent. Mais ce qui me marque aussi, c'est forcément les rencontres. Même cette rencontre-là, c'est empli de générosité aussi. Parce que derrière le côté où, c'était drôle et c'était un peu atypique et un peu loufoque, il y avait aussi beaucoup de générosité, de m'héberger, de me faire des cadeaux. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues dans plein d'autres voyages aussi à vélo. Et je sais pas, je suis repartie, par exemple, c'était il y a 1 an, bientôt 2 ans. Mais j'ai traversé le Royaume-Uni à vélo. Et c'est un truc qui m'a marqué aussi. Vraiment, des gens hyper généreux. Notamment un soir où... Donc là, j'étais en train de pédaler jusqu'à assez tard, comme d'habitude. C'était 19h. Et je m'étais dit... Florence, alors je sais plus d'où est-ce que j'avais eu cette idée, je crois que je l'avais lu sur un blog de voyageurs. Parce qu'après quand même j'avais commencé à lire des trucs. Je m'étais dit tiens ça peut être bien quand même d'apprendre 2-3 trucs, d'apprendre des tips. D'une personne qui disait moi en fin de journée je vais demander à remplir mes gourdes chez les gens. Comme ça on discute. Et puis des fois ça arrive il peut se passer des choses dans la rencontre. Et j'ai commencé à faire ça au Royaume-Uni pour la première fois. Et c'est vrai que ça peut marcher. Enfin... Ça peut, on sait pas, des fois les gens seulement remplissent les gourdes, mais là, cette fois-là, donc ça faisait 1 semaine que j'étais partie, j'étais dans l'ouest de l'Angleterre, j'étais toujours en Angleterre, j'étais pas encore en Écosse, j'étais dans une région où il y avait quand même pas mal, enfin, c'était quand même assez dense, la population, globalement, l'Angleterre, c'est quand même assez dense, pas mal de circulation, j'étais sur une espèce de nationale avec des camions, mais ça passait par un coin tranquille et donc je vais toquer chez ces gens et direct ils me proposent, ils me disent bon écoute chez nous il y a la nationale et tout qui passe machin mais si tu veux mets ta tente chez nous, il y a pas de souci et là je vais faire des courses, ça te dit un fish and chips, très cliché mais délicieux quand on est à vélo et que franchement on a super faim, surtout que là franchement dans mes sacoches j'avais rien, enfin il y avait pas beaucoup de magasins dans cet endroit-là, j'avais rien vu de bon. Je sais même plus ce que je comptais manger ce soir-là, mais pas un truc ouf. Et là, d'avoir ce jardin, en plus il y avait accès à l'eau, enfin c'est des choses basiques, mais accès à l'eau, et en plus de ça, et ça c'était super parce que j'étais encore sans téléphone, et je leur ai demandé si je pouvais appeler ma maman. Et ils m'ont dit oui, pas de souci, tu peux emprunter notre téléphone. Et ça m'avait fait tellement de bien. Et juste ça, en fait, la base de avoir pu passer du temps avec ces gens aussi qui, franchement, vivent difficilement. Cette dame, elle avait 21 ans. Son compagnon, il doit avoir 2 ans de plus. Ils avaient déjà 3-4 gamins. Ils vivaient dans cette maison qu'ils avaient trouvée, mais qui est au bord de la nationale, qui est hyper bruyante. Elle travaille pas. Lui, il travaillait dans un taf, je crois, assez manuel. Et c'est vrai que, on peut faire un truc un peu sociologique, mais c'est pas ma classe sociale, ces gens-là. Et
Et ça a été une rencontre vachement, vachement marquante pour moi, clairement. Et le fait aussi de voyager sans téléphone, je trouve ça dingue parce que tu te dis, ouais, t'as plus du tout de contact avec ta famille, tes amis et tout, là où avec le smartphone, un message toutes les 2 minutes, tu peux tenir au courant de ce qui se passe et tout, appeler les personnes, etc. Et ça revient à quelque chose dont on fait plus du tout l'expérience, en fait. Et de dire, c'est un voyage déconnecté technologiquement, mais ça te permet de peut-être te reconnecter de façon beaucoup plus profonde et authentique à certains moments parce que tu as cette opportunité-là, quoi. Comment tu vois justement quelles ont été un peu les leçons que tu as retenues de cette expérience de voyage sans technologie? C'est tout à fait ça. C'est vraiment, c'est même ce que j'avais dit. Je sais plus, quand j'avais fait une conférence il y a un an, j'avais dit vraiment c'était se déconnecter pour se reconnecter. Et ça, c'est le bilan que j'en tire de l'avoir fait. Mais quand je suis partie, je pensais pas forcément que ça allait être ça. Enfin, je partais sans trop savoir dans quoi je me lançais, comme les voyages d'avant. Et c'est vraiment cette expérience-là de tes proches, ils sont dans leur vie. A priori, tu pars un mois, il peut y avoir des accidents du quotidien, il peut y avoir des décès, mais en général, la vie des gens, elle est assez tranquille. C'est ce que j'ai réalisé, c'est que des fois, justement, j'étais pas paniquée ou stressée, mais j'appréhendais le fait, quand je rentrais de ces voyages, d'ouvrir mon téléphone et de voir les notifs. Et là, sur le dernier voyage où j'ai fait ça, quand je suis rentrée, je me rappelle, j'avais pas tant de notifs que ça. Les gens, c'est le quotidien, en fait. Le quotidien, il se passe des choses, mais c'est pas parce que ça fait effectivement 2 semaines même que tu sais pas ce qui s'est passé dans la vie de la personne que ça y est, c'est la fin du monde. Et surtout que c'est ça, des fois, par message, je m'en rendais compte aussi, c'est que on est amené à partager trop de détails des fois, où vaut mieux attendre de se voir pour discuter. Et justement, là, c'est super de rentrer de ces voyages et d'avoir tout à dire. Parce que j'ai rien partagé, tu sais pas ce que j'ai vécu, et même là, j'ai toujours pas fait le montage vidéo d'un dernier voyage, donc la plupart des gens à qui j'ai parlé, ils ne savent toujours pas, c'était il y a quasiment 1 an, personne ne sait vraiment ce que j'ai vécu. J'ai rencontré quelques personnes sur la route, je sais ce que j'ai vécu, mais en revenant après, j'en ai parlé un peu à certaines personnes, mais on n'est jamais rentré dans le détail, et c'est pour ça que j'aime faire mes vidéos aussi, parce que c'est une façon pour moi de raconter toutes ces choses-là, des moments, des pensées que j'ai, des rencontres qui se passent, des moments difficiles. J'essaie vraiment d'avoir un côté un peu à découvert. De toute façon, mon objectif, c'est pas du tout de faire des documentaires qui vont passer au cinéma, c'est de faire un truc un peu vrai. Et c'est vrai que de faire ces vidéos-là, ça me permet vraiment de voir à quel point ça me reconnecte. C'est vrai que je trouve ça super inspirant parce que tu pointais le fait que sur Instagram, par exemple, on peut publier tous les jours des stories, etc., rendre compte de ce voyage. Et en fait, tout le monde a des petits aperçus de ton voyage, et du coup, ça les pousse peut-être moins aussi à s'intéresser à ce voyage-là par la suite, parce qu'ils disent, ouais, j'ai vu plein de choses, j'ai vu des paysages, j'ai vu les galères, etc. Est-ce que tu vois ça un peu comme un acte militant de se dire, je vais me défaire de cette technologie-là, de l'instantanéité de l'échange, et plutôt me dire, je vais vraiment aller dans le temps long, dans l'expérience du temps long et de l'instant présent, et surtout de la lenteur, à la fois dans le fait de voyager à vélo, mais aussi dans ça, et dans peut-être aussi le procédé de restitution. Tu vas prendre le temps de faire tes films vlogs, tu vas prendre le temps d'écrire un livre pour rendre compte de ça, et tu vas plus être seulement
dans ces partages instantanés du temps ultra court, quoi, de la stimulation permanente. Je sais pas si c'est militant. En tout cas, mes parents étaient militants, donc j'ai quand même baigné toute mon enfance dans un milieu engagé. Mais en tout cas, il y a un côté à contre-courant. Ça, c'est clair. À contre-courant, c'est ça de mes pères, de la société. Et je sais pas, mais j'aime bien ça parce qu'effectivement, à un moment, de toute façon, je vois bien quand je discute avec les gens qui sont trop connectés, ça se sent bien que c'est pas des gens épanouis. Ça se sent bien, de toute façon, ça prend tellement de temps de maintenir une image de soi que t'as pas le temps d'être toi. Tu maintiens l'image, mais la personne à l'intérieur, en fait, elle n'existe pas. T'es dans le paraître. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. C'est pas que je m'en fous que la plupart des gens fonctionnent pas comme ça. J'ai bien conscience que, ouais, pour s'intégrer en société, c'est sûr que c'est mieux quand même d'être dans le monde du temps court. Mais aussi, c'est de quelle société on parle, parce que la société, c'est grand. Et ça m'a fait faire tellement de rencontres que ça m'a permis aussi de m'entourer avec le temps de personnes qui sont quand même plus dans un fonctionnement comme le mien. Et c'est ça qui m'a fait, je pense, du bien aussi, c'est que quand je suis partie, j'étais très perdue. Et petit à petit, ça m'a fait rencontrer du monde, des personnes avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, plusieurs amitiés fortes aussi, et qui m'ont permis de trouver mon chemin. Et je pense que pas mal de personnes qui sont parties voyager peuvent décrire ça, mais d'autres personnes peuvent ne pas le décrire aussi, parce qu'il y a tellement de personnes qui voyagent de manière un peu plus superficielle, sans dire que c'est mal non plus. On peut voyager aussi en étant connecté. J'ai des amis qui voyagent en étant connectés, mais qui ont cette démarche d'aller vers les gens. Je pense qu'en fait, c'est ça vraiment qui fait la différence, peut-être plus que le fait effectivement de faire ce que je fais, c'est la démarche de se dire je vais aller parler aux gens. Ouais, il y a vraiment ce côté humain, comme tu dis, partage avec des humains qui ressort énormément de ton expérience. Il y avait une autre dimension que je voulais un petit peu explorer avec toi sur ton voyage à vélo, c'est que tu étais engagé dans une démarche, on va dire, de sobriété. Donc il y avait le fait de voyager à vélo et le fait que c'est un impact carbone quand même très, très limité, voire inexistant. Et tu l'as engagé aussi dans une démarche de sobriété par rapport à tout ce qui était consommation et t'essayais au maximum notamment de réduire tes déchets, au-delà du fait d'avoir choisi un vélo d'occasion, pas mal de matériel d'occasion aussi. Comment ça se passait pour la nourriture? Comment tu faisais pour te nourrir? Et comment tu faisais pour essayer justement de limiter ces déchets? Oui, alors ça a été sur le premier voyage. C'est le voyage le plus sobre que j'ai réussi à faire. J'avais développé tout un tas de subterfuges. Certains sont connus d'ailleurs. Par exemple, donc j'étais obligée d'aller au supermarché parce que en Europe de l'Est, des magasins de vrac, il n'y en a pas forcément tant que ça. Mais j'étais partie avec des tupperwares déjà. Donc j'étais partie, j'aurais pas pu partir avec des bocaux de verre quand même, on est à vélo. Mais j'avais des tubes. Donc ça, c'était pratique parce que quand même, quand j'étais hébergée chez les gens, de mémoire, ça m'arrivait... Si ça m'est arrivé, par exemple, je me rappelle chez un ami en Grèce, que ses parents me remplissent... alors, c'était pas un tupperware, mais c'était un truc, une sauce que j'avais achetée dans un magasin, une espèce de sauce mayonnaise, parce que c'est bien la mayonnaise, ça fait des lipides. Et j'avais gardé la bouteille en plastique et il m'avait rempli d'huile d'olive. Parfait. Et donc, c'est plein de petits trucs comme ça, où voilà, j'avais mes petits tupperwares, mes petits machins. Et après, les tips dans les supermarchés, c'était par exemple de prendre des bananes et de garder sur mes mains le scan pour pas avoir les mettre dans le plastique. Donc je gardais, je me rappelle très bien, j'avais re-regardé d'ailleurs, revisionné un extrait du petit vlog que j'avais fait sur ce premier voyage. Et on me voit un moment justement à Zadar en Croatie, où je suis là avec mes machins là, et je raconte que les petits tips pour aller faire ses courses de manière à pas avoir des sacs en plastique, 40 sacs en plastique, des trucs comme ça. Donc oui, la question des courses c'était quand même assez centrale. Et après aussi, j'avais quand même mes petits moments, on peut dire du coup militants. C'était notamment en Grèce. Donc à un moment, j'étais sur un itinéraire vélo. Enfin, c'était pas une piste cyclable, mais c'était un itinéraire conseillé. Et j'avais été marquée par le nombre de déchets plastiques, et notamment de bouteilles. Et j'avais commencé à en ramasser. Et en fait, j'avais une façon un peu avec des sangles de stocker des choses sur mes sacoches.
Et donc, j'avais fait mon petit moment où j'avais ramassé une vingtaine de bouteilles et je les avais jetées dans un endroit où ça allait être recyclé. Donc, ouais, j'essayais comme ça de faire des choses à droite à gauche pour essayer un petit peu de limiter l'impact. Et aussi d'en discuter. J'en avais discuté aussi en Croatie. J'ai eu des discussions lunaires, notamment, je me rappelle, avec une employée de... Alors là, c'était à Split, où j'avais passé une nuit avec une des employées, où j'étais très préoccupée. Je lui avais demandé si elle savait s'il y avait par hasard dans le coin ou dans l'auberge des poubelles de tri. Parce que ça aussi, j'ai fait mon tri sur tout le voyage. J'ai même gardé des déchets 200 km avec moi, des bouteilles en plastique en Albanie, jusqu'à la frontière et la première poubelle en Grèce, parce que je voulais vraiment l'Albanie. Je voyais bien qu'il y avait le seul endroit en Albanie où j'ai vu du tri sélectif, c'était à Tirana, la capitale. Mais même les Albanais avec qui j'avais discuté, échangé, m'avaient dit c'est un peu un tri factice où en fait il y a les poubelles, mais derrière tout est mélangé, ce qui m'avait beaucoup déprimée. Donc ouais, j'avais quand même ce truc où je gardais mes déchets pendant vraiment beaucoup, beaucoup de bornes. Et là, je pense que ça a été le plus long, où j'ai gardé des bouteilles en plastique que j'avais dû acheter pendant 200 bornes. Même si les bouteilles en plastique, j'essayais aussi de ne pas en acheter. Mais bref, pour revenir sur juste cette discussion, et donc je lui explique juste, là on est à Split, que oui, je suis à la recherche de poubelles de tri. Et elle me dit, oh là là, mais t'es vraiment quelqu'un d'écolo, quoi. Ah, parce que faire le tri, c'est... D'accord. Je voyais qu'elle me taxait presque de militante parce que je faisais le tri sélectif. Ouais, c'est marrant de voir la différence de prise en compte des enjeux écologiques en fonction des pays et tout. Enfin, c'est vrai que la question des déchets, elle revient tout le temps. Enfin, mais même, tu vas en Italie, tu as des déchets partout. Enfin, plein d'endroits en Europe, ailleurs dans le monde. Enfin, c'est le cas aussi, voire pire, parce qu'on importe aussi nos déchets là-bas. Donc, c'est encore autre chose. Mais, mais ouais, complètement. Et globalement, à l'échelle de tes voyages, on va dire déconnectés, de tes voyages à vélo, t'as parlé du fait, t'as fait plutôt ce tour des Balkans et tout pour revenir à Vienne, et ensuite de ce voyage au Royaume-Uni. Quels ont été un peu les grands apprentissages de ces voyages déconnectés à vélo? Alors oui, il y en a eu d'autres aussi de déconnectés. Donc j'en ai fait peut-être, alors je sais plus. Après, j'ai commencé à faire un truc un peu hybride sur certains voyages aussi, à faire des fois des voyages en partie déconnectés. J'ai fait un voyage comme ça. Mais donc, il y en a eu peut-être quand même 2-3 autres. L'année dernière, quand même, 2 mois déconnectés. Moi, déjà, ce que j'adore, c'est le fait d'avoir autant de temps pour moi. Parce qu'effectivement, on se rend pas compte dans le quotidien, le fait d'avoir un smartphone, on donne beaucoup de temps, sans que ce soit que du temps aux autres, parce que moi, j'invite vraiment les gens à aller regarder les statistiques sur leur smartphone, de voir le temps d'utilisation. Parce que les smartphones aujourd'hui, c'est bien, ils font des statistiques. On y a accès dans les paramètres. Et moi, c'était vraiment ça qui m'avait éclairé, c'était de voir le temps que j'allouais aux différentes activités, quoi. Alors moi, dans mon cas, ça a toujours été quand même vachement les réseaux sociaux. Et en même temps, c'est des réseaux sociaux où je sais que je discute avec des gens, donc je me dis que c'est pas forcément non plus négatif. Mais c'est quand même beaucoup de temps quotidien. Je veux dire, ça fait beaucoup. En sachant qu'après, des fois, on peut avoir aussi une vie sociale en présentiel. Donc ça fait beaucoup d'heures des fois de vie sociale sans qu'on s'en rende compte, parce qu'il y a ce côté un peu le smartphone, tu le vois pas, mais en même temps il est toujours là. Donc c'est vrai que ça a été le premier apprentissage de voir bah oui, en fait je passe plus mon temps à même c'est bête mais dès que j'avais une question, Google, hop, enfin moi c'est Ecosia, mais je passe beaucoup de temps sur Ecosia à me poser des questions. Alors c'est bien, mais je suis sur mon téléphone en fait. Et toutes ces choses là, ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir du temps juste pour être seule avec moi, beaucoup de temps pour créer. Et moi, franchement, je pense que c'est même le plus gros apprentissage, au-delà de ça, de ce côté un peu technologique, c'est que j'ai réalisé que j'avais une créativité qui était vraiment là et qui demandait qu'à être explorée. Justement, tu parles de créativité, et parmi tes nombreuses passions, il y a celle de l'écriture. Donc tu as notamment écrit des recueils de poésie, enfin un en l'occurrence, qui s'appelle Les pérégrinations d'une nomade. Et tu as aussi auto-édité un livre de ton premier voyage à vélo en Europe, L'Europe à coups de pédale. Donc ce dernier prend la forme d'un récit de voyage. Pourquoi c'était essentiel pour toi de partager sous cette forme-là? Quelle est l'importance de l'écriture pour toi? L'écriture, pour moi, ça a commencé plus avec le blog. Donc j'avais commencé à tenir un blog avec le premier voyage en Islande. Et à cette époque-là, j'écrivais pas plus que ça. Mon idée, c'était vraiment de me dire,
ça va être une façon pour moi de garder une trace et de partager avec les personnes qui ont envie de lire. Et j'ai commencé à prendre goût à ça de manière assez intense pendant ensuite 2 ans et demi. J'ai regardé il n'y a pas longtemps les statistiques, parce que comme on l'a compris, j'aime bien les stats, que je me suis mise pendant 2 ans et demi à écrire en moyenne un article par semaine, ce qui est impressionnant. Enfin, surtout que c'est des articles, des fois, des fois c'est quand même des articles sur mes voyages, mais des fois c'était des articles sur le zéro déchet, sur des thématiques qui me touchaient. Donc j'ai commencé à découvrir l'écriture via le blogging, sans forcément chercher à en vivre non plus. Je comprenais rien à comment ça marchait tout ce truc-là. Alors que j'étudiais tout ce qui était en lien avec le commerce, mais je voyais bien que ça me passionnait pas, j'avais pas envie d'en vivre de ça. J'étais juste contente d'écrire et de partager mes expériences. Et en fait, c'est pendant ce premier voyage à vélo, c'était à mi-chemin à peu près, donc je prenais des notes parce que je me disais, moi j'aime bien documenter les choses. Juste pour mes archives personnelles, j'adore. Voilà, faire mes stats, un petit côté où des fois j'aime juste bien faire mes petites stats, quoi. Et c'est à mi-chemin, je me rappelle, c'était en Grèce, et justement j'avais un ami rencontré en stage à Stuttgart, un ami grec. Il m'héberge à Thessalonique, et là je sais pas, c'était la première fois du voyage aussi que, je passais du temps comme ça. C'était la deuxième fois, mais c'était la première fois. Là, c'était vraiment marquant que je passais du temps avec quelqu'un que je connaissais déjà. Et de le revoir et machin. Et je me suis dit, non, mais là, j'ai réalisé que j'étais en train de vivre un truc, mais dingue, qui me changeait beaucoup. J'avais plein de prises de conscience. Et je trouvais que c'était une façon, tellement riche de vivre, parce qu'en même temps, on fait tout ce qu'il faut faire. On fait du sport, on prend soin de soi, on rencontre des gens. On est un peu dans... on est dans le déplacement. En fait, c'est incroyable. Une journée à vélo, il se passe tellement de choses. Et j'avais aucune idée que c'était possible de vivre comme ça. Et je me dis, ah ouais, non, mais là, tu rentres. Et là, j'ai eu le projet d'écriture. Je me suis dit, tu rentres et il faut partager ça. Tu sais pas pour qui. Au pire, c'est que pour toi, mais juste, il faut que tu mettes ça sur papier. Et pas sous forme de blog, vraiment. Tu mets ça sous forme de livre. L'envie était vraiment là d'inciter d'autres personnes à faire la même chose et de leur dire, regardez, moi je suis parti à vélo sans rien y connaître et tout. Pour vous, c'est possible de le faire, quel que soit son âge, quelle que soit sa condition physique. Est-ce que l'idée c'était justement de permettre à d'autres personnes d'oser se lancer ? L'idée de base, je savais pas forcément laquelle elle était. C'est au fil de l'écriture aussi, c'est ça que j'aime bien quand on écrit. On sait pas forcément dans quoi on se lance, on commence à rédiger. On commence à raconter son vécu et c'est arrivé à la conclusion du bouquin où justement c'est un peu la conclusion que je me suis faite, c'est de me dire ah mais oui, non mais mon objectif avec ce livre c'est juste que d'autres gens se lancent parce que c'est une façon incroyable de vivre où on peut vraiment voyager longtemps avec pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de moyens et en même temps on fait du sport, c'est bon pour le corps a priori. Il n'y a aucun médecin qui dira que non, arrêtez de faire du sport. Donc on est sur une forme de voyage qui sort du lot et qui à l'époque, en plus 2019, on en parlait quand même vachement moins qu'aujourd'hui. Donc oui, à la fin du processus d'écriture, je me suis dit non mais là, l'objectif, c'est qu'il y ait d'autres gens sur les routes. Et où c'est qu'on peut retrouver justement ces eaux de voyage, à la fois le recueil de poésie et aussi le récit de voyage ? Alors à Nantes, mais bon, j'imagine que les personnes qui écoutent ne seront pas forcément à Nantes. Il est disponible à la Géothèque, qui est la librairie du voyage. Ce qui est chouette, il n'y a pas beaucoup de librairies du voyage en France. Il est aussi disponible à la librairie du voyage de Rennes. Il est dans quelques librairies en Provence aussi. Et je suis en train d'écrire aussi, d'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais un deuxième recueil de poésie. Parce que celui que j'ai publié date de 2020. Et c'est vrai que depuis, j'ai encore bien cheminé. J'ai écrit beaucoup, beaucoup de choses. Et là, c'est un des petits projets du moment aussi, c'est de synthétiser tout ça, tout ce que j'ai pu vivre. Et voilà, une nouvelle publication pour bientôt. Génial, hâte de voir ça et j'encourage tout le monde à aller découvrir ces récits-là. Est-ce que là, tu as des nouvelles idées de voyage pour la suite qui te donnent envie ? Oui, là, le projet, je l'ai de... En fait, c'est rigolo parce que quand je pars d'un voyage, j'ai jamais le projet d'après. C'est souvent pendant le voyage que naît le projet suivant, ou au moment où je reviens. C'est aussi des fois ce qui se passe, ou sur la fin du voyage. C'est un peu flou, ça dépend. Et là, je crois que l'idée, oui, elle est née vers la fin du voyage.
du dernier voyage. Et je vois bien que, de toute façon, quand j'ai une idée, qu'elle est fixe et que j'ai l'idée en tête plus d'un mois, c'est que c'est la bonne. Et donc là, je vais partir dans 1 mois, 2 mois, je sais pas encore exactement quand, faire un tour de France des fromages. Voilà, c'est la thématique. C'est de me dire, la France, c'est un pays magnifique que je connais, commence à connaître parce que je commence à l'avoir sillonné. Mais à chaque fois, c'est que je traversais la France pour aller ailleurs. Donc, je l'ai pas mal sillonné à vélo, mais l'objectif, c'était jamais la France, c'était toujours l'ailleurs. Et là, vraiment, l'objectif, c'est de la sillonner pour la découvrir. Et découvrir son patrimoine, et notamment les fromages. C'est vrai qu'il y en a un paquet, donc là, tu vas pouvoir vraiment sillonner la France dans tous ses recoins. Trop, trop, trop cool. Justement, pour faire la synthèse un peu de tous les voyages que tu as vécus, de tout ce que ça a pu t'apporter, t'inspirer, pour toi, quel est le sens du voyage? Enfin, quel est le sens que tu confères au voyage? C'est une question un peu philo, la question du sens, surtout que rien que la question du sens hors contexte du voyage, c'est une question, je pense, qu'on se pose tous, de quel est le sens de la vie, ces choses-là, ou c'est une question quand même qui a beaucoup occupé les philosophes, et a priori, on n'a quand même pas trop la réponse. Mais le sens, moi je dirais que ça me redonne du sens, c'est plutôt ça. Ça me redonne du sens à tout ce que je fais, à qui je suis, au fait d'être en vie aussi, parce que des fois on oublie que on est des êtres humains qui respirent, on a 2 poumons, un cœur, des reins, si on a de la chance, il y en a 2, et voilà, on est des êtres vivants, des matières organiques, et on ne sait pas pour combien de temps encore on sera là. Et moi, ça m'aide à me redonner du sens et à me dire, quand tu reviens, essaye d'avoir un quotidien bien. Parce que tu sais pas combien de temps tu seras là, essaye de pas trop partir dans des plans foireux, essaye de continuer, parce que dans ces voyages-là, j'ai un super équilibre de vie, et je m'écoute beaucoup, et je pense que j'essaye aussi, quand je suis revenue de ces voyages, de repenser à ça et de me dire, non mais en fait la vie, elle doit avoir du sens tout le temps. Ouais, je pense que c'est super important de rappeler ça aussi parce que on parle, à chaque fois quand j'interviewe des personnes, on parle du voyage et on parle peu de comment on peut continuer à faire vivre le voyage au retour. Comment je peux maintenir ça dans mon quotidien? Est-ce que, justement, aujourd'hui, je vais éviter d'aller sur mon smartphone et puis je vais aller me balader dans ma ville, là en l'occurrence à Nantes, peut-être aller échanger avec des personnes que je croise dans la rue et tout. Et il y a ça de manière très concrète, mais peut-être que ça peut être aussi un état d'esprit de se dire comment je peux infuser tous les apprentissages de ce voyage aussi, peut-être de manière plus intérieure, de manière plus spirituelle, je sais pas, peut y avoir plein de choses. Donc merci beaucoup Florence pour ce témoignage. Merci Anthony, à bientôt. Et je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vive voix. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.